Bienvenue à tous. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire exclusif en français sur les améliorations apportées au référentiel Bon de Sucro. Je suis très heureux d'organiser avec l'AFCAS, Bon de Sucro et l'AFCAS, ce webinaire pour expliquer les changements qui sont proposés dans la nouvelle version du référentiel Bon de Sucro. Nous avons la chance d'avoir de distinguer invités en ce jour, en cet après-midi, heure de Londres ou l'heure de Paris, pour ce webinaire. Alors, juste quelques questions de logistique. Donc, tous les participants sont en sourdine. Vous aurez l'opportunité et la possibilité de parler ou de poser des questions avec différentes fonctionnalités. La première, ça va être la fonctionnalité Q&A que vous voyez en bas de votre écran, qui permet d'écrire des questions et de les envoyer aux participants, aux panélistes, aux intervenants. Il y a aussi la fonction Chatter, donc chat, dans laquelle vous pouvez discuter et écrire vos commentaires. Ah, apparemment mon microphone ne fonctionne pas. Mais non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord, ok. Je pensais que je commençais à parler dans le vide, donc c'est parfait, ça marche. Donc, vous pouvez utiliser le chatter pour informer, par exemple, que le microphone ne fonctionne pas, ou si vous avez des commentaires au cours de la discussion. La fonction Q&A, qui est utilisable aussi. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser une fonction qui est de lever la main. Donc, normalement, à côté de votre nom, vous devez pouvoir voir une fonction lever la main, raise your hand, et ça nous permettra d'identifier qui voudrait prendre la parole et on pourra vous mettre en communication avec tout le webinaire pour poser votre question et avoir plus un échange. Donc, j'espère que ce webinaire sera informatif et qu'il crée une discussion entre nous autour de ces améliorations proposées. Le webinaire est enregistré, on le publiera sur la page Bon de Sucro, ainsi que les diapositives que nous allons présenter seront aussi publiées sur notre site pour que vous puissiez les re-regarder et aussi réécouter ce webinaire. Donc, j'aurais souhaité, au nom de Bon de Sucro, la bienvenue à Monsieur Coquelet, le président de l'AFCAS, à Dr Jean-Claude Autré, le président du directoire de Bon de Sucro, à Dr Régis Goebel, le membre du groupe de travail qui a travaillé, qui a façonné cette nouvelle version de la norme Bon de Sucro. Et je voudrais tout d'abord laisser la parole à Monsieur Coquelet. Merci Nicolas, bonjour à tous et merci de votre accueil. J'en profite juste pour vous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'AFCAS, qui a l'honneur de parrainer ce webinaire aujourd'hui. L'AFCAS, c'est l'association française de la canne à sucre qui a été fondée en 83, donc ça fait bientôt 40 ans. Et elle a pour ambition de promouvoir en France métropolitaine et dans les pays francophones les connaissances scientifiques, techniques, économiques sur l'agronomie, la culture, l'industrie, enfin tout ce qui touche le monde de la canne à sucre. Elle est quelque part l'équivalent français de l'ISSCT, la Société internationale des techniciens de la canne à sucre, association qui d'ailleurs nous convie, je crois, à une réunion le 20 juillet, mais ça, Jean-Claude, je crois que tu auras certainement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc l'AFCAS, au cours de ses rencontres annuelles ou au cours d'événements spécifiques, a placé depuis de nombreuses années le développement durable et la RSE au centre de ses engagements. En 2015, nous avons constitué un groupe de travail pour faire un état des lieux de la responsabilité sociétale de la filière sucre francophone et nous avons produit un livret de recommandations qui est toujours téléchargeable sur le site de notre association. En voilà encore un exemplaire. Ça avait été une période extrêmement intéressante et en 2017, en décembre, je crois que Nicolas, vous étiez venu nous présenter à la réunion AFCAS annuelle la norme Bon Sucro et vous nous aviez invités à faire partie de la communauté qui définit les référentiels pour une production durable de la canne à sucre. Et j'en retenais notamment l'idée d'aider les acteurs de la filière à comprendre, valider et communiquer avec confiance. Et votre discours nous avait séduit et je crois avait donné une impulsion importante au milieu de la canne à sucre francophone. Donc c'était un programme intéressant et je crois que beaucoup ont adhéré. Le programme d'aujourd'hui promet d'être passionnant aussi et je voudrais juste moi le resituer pour les participants dans le cadre de la dernière rencontre de décembre 2019 de l'AFCAS.
Dans l'esprit de notre intervenant d'honneur, c'était Nicolas Chaban, pour ceux qui étaient là, le créateur de CQLP, c'est-à-dire C'est qui le patron. Et il nous avait rappelé que le patron, c'était bien le consommateur. Et ce consommateur, aujourd'hui, il est demandeur d'une vraie implication et d'une vraie responsabilité des producteurs. Et ça me semble être un des enjeux qui nous rassemble aujourd'hui. Donc voilà sûrement quelques éléments de réponse complémentaires qui seront apportés au cours de ce webinaire. Donc merci une nouvelle fois à vous, Jean-Claude, Nicolas et Régis, bien entendu, qui a la double casquette à la fois de Bonsucro et d'AFCAS. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coquelet, pour ces mots encourageants et en effet de l'importance du message que Bonsucro porte et que j'invite Monsieur Autré, Dr Autré, à nous en dire un peu plus sur Bonsucro, mais aussi la portée de cette norme. Merci Nicolas, merci Benoît et Régis. Écoutez, moi, ça me fait tout drôle de prendre la parole en français à un événement Bonsucro. À Bonsucro, tout se déroule plus ou moins en anglais, peut-être en espagnol, mais rarement en français. Donc, c'est un double plaisir que de participer, de vous adresser la parole en français. Alors, quelques mots sur Bonsucro. Bonsucro est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le développement durable du secteur de la canne à sucre. Sa vision est un secteur de la canne à sucre qui travaille avec des communautés de producteurs prospères et durables, prospères surtout en ces temps, et des chaînes d'approvisionnement résilientes et sécurisées. Pour cela, l'organisation œuvre à favoriser une production responsable de la canne à sucre et à créer de la valeur pour des personnes, les communautés, les entreprises, les économies et les écosystèmes concernés. Pour l'histoire, Bonsucro a été établi en 2008. Au fait, la première réunion eut lieu en 2005 à Londres. Et c'est là que est partie l'idée de The Better Sugarcane Initiative, de BSI, laquelle BSI devient Bonsucro en 2011. En ce qui s'agit de la norme, la première version a été publiée en 2011. Il n'y avait pas de norme véritablement pour la canne à cette époque. Elle a été revue en 2014. Une version dédiée aux petits producteurs a été publiée en 2018. Nous sommes donc maintenant dans la deuxième révision de la norme de production. Notre organisation est encore jeune, mais sa norme a su s'adapter aux changements rapides qui ont été vécus ou qu'a vécu le secteur. Le processus de révision est robuste et répond aux exigences internationales établies par ICIL, vous connaissez, l'organisation qui regroupe la plupart des organismes nominatifs tels que Bonsucro. À ce jour, la norme a été utilisée par 132 usines dans 20 pays. Cela représente plus d'1 million d'hectares et plus de 72 millions de tonnes de canne certifiées. Les acheteurs de sucre, de mélasse, de biocarburants, mais aussi de bioplastique, tous de réputation mondiale, encouragent la certification de leurs fournisseurs afin de répondre aux exigences croissantes de leurs consommateurs, mais aussi des pouvoirs publics et de leurs exigences quant au devoir de vigilance. La crise du coronavirus, mais aussi l'urgence climatique, démontrent l'importance toujours grandissante pour les entreprises, les usiniers et les fermiers d'utiliser des outils de gestion qui leur permettent d'être prêts et préparés à toute situation de crise. Enfin, l'intérêt grandissant des institutions financières qui voient dans la gestion durable de l'entreprise des facteurs crédibles de réduction de risque appelle à toute entreprise à adapter des outils comme ceux de Bonsucro et à rejoindre notre organisation. Bonsucro a mis en place un processus robuste pour la définition des critères qui font leur entrée dans la nouvelle version de la norme et je suis confiant que la version finale, qui sera prête l'année prochaine, saura guider toujours davantage le secteur vers une production toujours plus responsable, toujours plus juste pour le bénéfice des producteurs, des travailleurs, des communautés locales et des partenaires le long de la chaîne de valeur. Alors, ceci dit, je termine mon introduction et je passe la parole maintenant à Nicolas et Régis, qui ont le souhait de vous présenter les améliorations apportées que nous proposons d'apporter à la norme Bonsucro. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Dr. Autré, pour cette introduction qui permet de mettre un peu en contexte le travail de Bonsucro pour ceux qui sont peut-être pas autant familiers que nous-mêmes sur la norme. Et donc, je voudrais aussi introduire, présenter Régis Goebel. J'espère que ça va. Et peut-être nous dire quelques mots de présentation avant que j'entame la présentation des améliorations. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Régis Goebel ou François Régis Goebel, moi, j'ai un prénom composé, donc voilà, il faut choisir, mais moi, je préfère que vous m'appeliez Régis, c'est mieux. Et donc, moi, je suis directeur de recherche au CIRAD, le Centre international donc, de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et je m'occupe principalement de la gestion de protection intégrée des cultures. Donc, on est vraiment très impliqué sur ce sujet, mais beaucoup plus largement sur l'agroécologie. Et comme Benoît l'a mentionné, je suis aussi vice-président de l'AFCAS et tout récent, avec Jean-Claude, dans le comité exécutif de l'ISSCP en tant que président des comités techniques. Voilà, et je suis aussi membre de Sucritique de cette organisation. Et bien sûr, donc, comme a dit Nicolas, j'interviens en tant que membre du groupe de travail qui s'est penché sur la norme. Merci. Merci beaucoup, Régis. Donc, Bonsucro travaille sur le secteur global de la canne à sucre et on remet toujours nos objectifs et notre impact, le travail sur l'impact du développement durable dans la canne à sucre en relation avec les objectifs du développement durable sur lesquels on fait régulièrement des rapports et qui sont publiés sur notre site. Donc, je vais commencer par une introduction sur la procédure de révision de la norme que nous avons suivie pour arriver à cet avant-projet que nous vous proposons aujourd'hui. Et après, nous discuterons du contenu de ces changements et Régis nous aidera à contextualiser et à comprendre pourquoi des changements ont été faits et quel est l'objectif de les avoir intégrés dans la norme. Donc le processus de révision est un processus assez long, on va dire, parce qu'il est intense, il est dense, qui a commencé l'année dernière, en avril et mai 2019, où il y a eu une consultation avec les parties prenantes de Bonsucro sur leurs attentes d'amélioration de la norme, que l'on se doit en tant qu'organisation qui crée qui maintient des référentiels de revoir régulièrement. Ces informations recueillies et revues par le comité consultatif technique de Bonsucro a permis de définir un champ d'application de la révision qui a été ensuite transmis au groupe de travail qui a travaillé de juillet 2019 à avril 2020 sur la définition de ces nouveaux indicateurs ou la révision des indicateurs existants. Nous sommes actuellement dans la période de consultation publique qui va se terminer à la fin du mois de juillet, donc encore 30 jours de consultation. On a organisé tout un nombre de webinaires en anglais, espagnol et portugais au cours depuis le début du mois de mai. Et aujourd'hui, j'ai la chance et je ne vais pas dire la fierté, mais enfin, on pourrait dire, de faire un webinaire en français pour tous nos partenaires du monde francophone et offrir aussi une opportunité au monde francophone d'exprimer leur vue sur le contenu de l'avant-projet. Avec les résultats de cette consultation, nous allons, le groupe de travail va revoir, on va dire, sa copie et délivrer ou proposer un deuxième avant-projet qui sera également remis en consultation publique vers la fin de l'année. On va aussi organiser des audits pilotes qui vont permettre de tester en situation réelle le contenu de la nouvelle norme pour enfin arriver à une phase de finalisation et d'adoption qui se fera au cours de la première partie de l'année prochaine. Donc, on espère avoir une finalisation de la norme en juin 2021. Donc, c'est vraiment 2 ans de procédure, de process assez intense et qui est aussi à la hauteur des enjeux de définition d'une norme internationale. Donc, les objectifs de la révision et la constitution du groupe de travail, avec une photo qui a été prise lors de la première réunion physique du groupe de travail. On a
l'enquête préalable et le comité consultatif technique ont défini 3 axes. Premièrement, l'axe social, sur la durabilité sociale, où il y avait trois priorités qui ont été identifiées. Améliorer les orientations sur les formes de travail forcé, voir comment on peut aussi adresser la question d'hébergement pour les travailleurs et la notion de salaire juste. Au niveau environnemental, 3 priorités ont aussi été identifiées: l'eau, les zones naturelles et les zones à haute valeur de conservation, ou HCV en anglais, mais aussi promouvoir la résilience climatique. Et enfin, il y avait tout un autre ensemble de directions qui ont été indiquées, notamment l'inclusion d'une notion de paysage dans la gestion du développement durable, et donc aller au-delà de l'unité de certification. On regarde pas seulement les fermes qui sont inclus dans l'unité de certification, mais en fait tous les acteurs du paysage qui ont une influence sur le développement durable et sur la performance des opérations. Mais aussi, on voulait aussi corriger des problèmes connus avec la version actuelle du référentiel, et enfin aligner la norme de production avec les nouvelles normes qui ont été publiées dernièrement. Donc Jean-Claude signalait la publication en 2018 de la norme spécifique pour les petits producteurs et les petits planteurs. Donc voir un alignement dans le corpus normatif de Bonsucro. Le groupe de travail compte 15 personnes qui ont été sélectionnées sur leur proposition et ensuite validées par le comité consultatif technique. Et Régis, je suis très heureux de savoir, de t'avoir ici aujourd'hui et aussi d'avoir ta présence sur le comité consultatif. Il y a une représentation de toute la chaîne de valeur de la canne à sucre, depuis le producteur à la ferme jusqu'aux usiniers, à la société civile, mais aussi les opérations d'audit et de conseils qui sont prodigués au secteur de la canne à sucre. Une représentation aussi géographique. On voulait vraiment représenter le secteur mondial, et la canne étant une production agricole vraiment mondiale, on a un groupe de travail qui représente un peu cette diversité globale qui est si intéressante et si enrichissante dans le secteur. Donc Régis, comme tu as été dans ce groupe de travail, j'ai quelques questions sur ton expérience un peu. Quelle a été ton expérience avec le groupe de travail, sa composition aussi, les rencontres et les échanges que tu as pu faire avec ses collègues, maintenant qui sont, je pense, après 2 ans, deviennent des collègues au sein du groupe de travail. Oui, merci Nicolas. Oui, effectivement, c'était, je dois dire, assez passionnant ces groupes de travail. Donc, parce que c'est vrai que ce sont des collègues, mais ce sont devenus des amis aussi pour la plupart. Ce sont des gens de divers horizons, comme tu l'as expliqué dans ton tableau. Je pense que c'est important de mentionner justement cette diversité autour de la table pour raisonner un peu sur les normes. Et c'est vrai qu'on en a vu des représentants de planteurs, des managers, des personnes qui travaillent dans les usines, des consultants, des personnes qui s'occupent de l'environnement. Il y en avait à un moment donné une personne qui malheureusement a dû quitter le groupe de travail qui était sur les WWF. Donc ça, c'était un élément vraiment important aussi. Donc voilà, c'était un groupe très diversifié, et donc on a beaucoup échangé justement à différents points de vue, parce qu'un point de vue de chercheur est différent d'un point de vue de manager, d'un point de vue de consultant, et c'était vraiment pour ça très enrichissant. Voilà. La composition, effectivement, donc une quinzaine de personnes, et on s'est tous retrouvés autour de la table à se poser des questions, à réfléchir sur les normes et tout, et on avait tous un peu cette conscience des problèmes environnementaux, des problèmes de pollution, tous les problèmes qui se posent finalement, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et je pense que chacun des membres du groupe de travail est venu un peu avec pas ses intérêts, mais ses objectifs, ses espérances, on va dire, au niveau du contenu de la norme. Donc il y a eu le jour premier où chacun arrive avec ses idées
peut-être défini déjà de ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans la norme. On est maintenant 2 ans ou 1 an, non, 10 mois, 12 mois après la première réunion. Est-ce que, au niveau personnel, tes attentes ont été rencontrées? Est-ce que tu penses que le produit final est au niveau de tes espérances, ou il y a eu un peu, pas une déception, mais peut-être on n'est pas allé, ou le groupe de travail n'est pas allé pas assez loin, et est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui. Alors c'est vrai qu'en dehors de la frustration du chercheur, si je puis dire, parce que quand on débat des points comme ça, techniques, agronomiques, agroécologiques, on a toujours envie d'aller plus loin. Et je pense que là aussi, voilà, par rapport à l'expérience et tout, moi j'ai beaucoup reçu les arguments des uns et des autres et tout. Et c'est vrai que tous autour de la table, on essaie de trouver un peu une moyenne dans les avis. Donc c'était quand même intéressant de pouvoir avoir des compromis qu'on a bien discutés tous ensemble. Il faut savoir que dans tout ce travail, il y a eu pas mal de réunions, beaucoup d'échanges quand il y a eu la crise sanitaire du Covid. Donc, on a shifté sur Zoom finalement. On a fait des conférences pour pouvoir finaliser absolument le document, pour pouvoir bosser encore de manière à arriver à ces délivrables là. Et je pense que c'était vraiment important. Donc, côté frustration, il y en a toujours parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais à la fois, il y a les normes, la certification. On ne peut pas aller trop loin non plus, on ne peut pas trop demander, et on va dans le raisonnable. Moi, je dis toujours qu'on parle de transition. On est dans un système en ce moment en transition, on va vers un système conventionnel, vers un système de plus en plus respectueux, etc. Donc, je pense que c'est ça que je retiens. Et tu penses que donc les normes ont un impact ou un rôle à jouer, les référentiels, les normes, Oui. dans la mise en place, dans cette transition dont tu parles? Oui. Ouais. Oui, absolument, parce que sans normes et sans certification, une certification derrière, donc on a un label, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses à respecter. J'en citerai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, si on prend par exemple la végétation naturelle, les forêts, l'eau, voilà, les fertilisants, enfin il y a tellement de choses à respecter, à recommander, que je pense que c'est très important. On parle aussi des pesticides, tout ça, mais c'est très important de border, de certifier, de manière justement à arriver tous ensemble à un progrès. Parce que c'est ça qui est important, c'est cette transformation, cette transition vers ce progrès qui est indispensable pour nous. Voilà. Et pour nous, en tant que Bon Sucrose, et pour ça en français, mais aussi en anglais, le mot de standard ou de référentiel, ça présente vraiment, c'est une référence. Donc on essaye d'attirer tous les producteurs vers d'utiliser ça comme un outil de référence pour essayer d'atteindre des atteintes de développement durable. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment un travail passionnant, profond, et qui n'est pas facile. Alors donc, c'est vrai que Bon Sucre, moi, des fois, je tire mon chapeau parce que il est vrai, bon, je connais pas toutes les situations, mais je pense que ce travail-là est vraiment indispensable pour l'avenir. Même s'il est difficile à mettre en œuvre, dans la filière canne, dans d'autres filières, le coton, etc., ou dans d'autres, il faut passer par là. Il faut y arriver tous ensemble. Et c'est cet effort, et je pense que le travail qui est fait, encore une fois, à Bon Sucre est très impliquant, très, très important. Merci. Donc, si on regarde un peu la consultation publique, dont aujourd'hui est un élément important, parce qu'on a une obligation d'apporter cet avant-projet au niveau des parties prenantes et de recueillir la perception et les commentaires des parties prenantes. Donc, comme je dis, on a commencé ces consultations en mai de cette année, donc maintenant il y a 2 mois. On a atteint des participants donc venant de 37 pays, avec une grosse majorité d'Amérique latine qui représente 77% des participations, mais au niveau des connexions de tous les webinaires qu'on a fait, on a dépassé la barre des 1000 participants, qui est pour nous très intéressant, parce que c'est aussi un intérêt global et très fort au niveau du contenu de cette norme, et ça nous permet d'avoir un retour d'information très, très important. Donc au niveau technique, sur la consultation, ouvert jusqu'au 31 juillet, la norme et l'avant-projet de référence et toutes les présentations dont celles-ci sont présentes sur
sur le site internet. L'avant-projet est disponible en anglais, en espagnol et portugais. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Les commentaires peuvent être envoyés via le formulaire qui est téléchargeable sur le site internet à l'adresse info@bonsucro. Mais aussi, vous pouvez contacter mon collègue Nawel @bonsucro si vous avez toute question. Vous pouvez répondre au formulaire en français, poser vos questions en français. On a la capacité de répondre dans la langue de Molière, comme on dit. Au cours de cette consultation, il y a 4 questions qui sont posées dans le formulaire, plus des champs ouverts de commentaires. Chacun peut mettre le commentaire qu'il veut sur les indicateurs, mais il y a vraiment 4 champs que l'on recherche. Le premier, c'est les indicateurs sont-ils clairs et compréhensibles? Le deuxième, les indicateurs ajoutent-ils de la valeur aux producteurs, mais aussi aux utilisateurs d'une certification Bonsucro, comme les acheteurs? Les indicateurs sont-ils atteignables? Est-ce que la barre est trop haute? La barre est-elle trop basse? Et enfin, les indicateurs apportent-ils suffisamment les points les plus critiques pour le développement durable du secteur? C'est un peu revoir le contenu de la norme et dire si on a, ou le groupe de travail va trop dans une direction et pas assez dans une autre, etc. Donc, tous ces commentaires sont vraiment essentiels pour la deuxième phase de travail et de développement du deuxième avant-projet. Et c'est bien pour dire que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est le premier avant-projet. Donc, c'est une première bouture qui est amenée à être discutée et à être challengée, comme on dit en anglais, pour pouvoir avoir une deuxième bouture beaucoup plus intéressante. Donc, la première partie sur laquelle le groupe de travail a planché, c'est la structure et l'applicabilité du référentiel Bonsucro. Alors, pourquoi on a intégré ces changements? Et ces changements, quand je parle de structure, c'est surtout l'intégration de systèmes de gestion. Avant, la norme actuelle de Bonsucro, on va dire, va directement dans le sujet. On va regarder aux indicateurs sociaux, on va regarder les indicateurs environnementaux ou d'amélioration des ressources. Mais finalement, on ne pose pas les bases fortes de systèmes de gestion qui permettent de créer tous les éléments et les systèmes pour avoir une amélioration robuste ou des systèmes robustes de mise en place de procédures, de process et d'indicateurs de travail. Donc, le groupe de travail a intégré un certain nombre de systèmes de gestion ou d'indicateurs relatifs aux systèmes de gestion qui sont la base de beaucoup d'autres certifications, notamment les certifications ISO 9001, 14000, etc. Et aussi, c'est pour aligner avec les autres normes Bonsucro où il y a ces indicateurs de système de gestion. Le deuxième point qui a été intégré, c'est la notion de paysage. Comme je mentionnais au début, c'était une des attentes des parties prenantes lors de l'enquête préalable. Certains problèmes sociaux et environnementaux, comme la déforestation ou la gestion des droits de l'homme, sont des problèmes qui sont solvables au niveau des paysages, c'est-à-dire avec une idée que seul, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes et c'est vraiment un enjeu du paysage pour arriver à des solutions durables d'amélioration ou de protection quand on parle de déforestation ou des droits de l'homme ou de droit à l'eau. Et enfin, une création où on a réorganisé le principe 5 autour de l'amélioration continue. Donc, il y a une redéfinition de ce que l'on entend par amélioration continue et aller au-delà du principe je passe ou je suis en échec, mais plus à proposer une amélioration au cours du temps. Si on déroule les indicateurs du principe 1, qui sont les principes de gestion, on va avoir tout d'abord la mise en place de politiques de développement durable, la mise en place d'une cartographie des parties prenantes internes, externes, mais aussi une identification des parties prenantes vulnérables. On va demander aussi une analyse de risque et d'impact que soit effectuée sur les activités de la ferme et de l'usine. On va demander à ce que des objectifs et des plans d'action pour la gestion des risques majeurs qui ont été identifiés sont mis en place et qu'ils soient suivis et que des actions correctives sont effectivement mises en place ainsi que les plans de gestion sont régulièrement revus. Voir qu'il y a aussi dans ce système de revue continue une amélioration qui apparaît en observant ce qui s'est passé dans le passé, comment on peut devenir toujours plus performant. Et enfin, aussi qu'il y ait un mécanisme de gestion des conflits avec les communautés locales.
Donc, la plupart des indicateurs seront des indicateurs critiques, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires pour obtenir la certification, sauf l'indicateur 1.2.4 qui a été défini comme mineur. Au niveau des indicateurs qui s'appliquent sur toute la zone d'approvisionnement, en disant toujours cette idée de paysage, en disant qu'on doit regarder au-delà d'une unité de certification, on doit regarder sur toute la zone d'approvisionnement parce que c'est finalement toute la zone d'approvisionnement qui vont pouvoir aussi trouver les solutions d'amélioration et des solutions durables ancrées dans cette zone d'approvisionnement qui va être beaucoup plus robuste sur le long terme. Donc, ces indicateurs qui sont sur l'écran sont ceux qui vont s'appliquer sur toute la zone d'approvisionnement. Les politiques de développement durable doivent penser à toute la zone d'approvisionnement et pas seulement à l'unité de certification. Les conflits liés à la terre et à l'eau doivent être résolus sur toute l'unité d'approvisionnement. L'analyse de risque aussi doit être faite sur cette zone d'approvisionnement. Les objectifs et les plans d'action et les actions correctives doivent considérer toute la zone d'approvisionnement. Ça, c'est sur le côté gestion. Si on regarde sur les côtés environnemental et social, on va voir aussi que l'identification de la biodiversité et des systèmes écosystémiques doivent se faire sur toute la zone d'approvisionnement pour bien connaître qu'est-ce qui se passe sur ma zone d'approvisionnement et de pouvoir définir des actions de protection ou d'amélioration sur cette zone d'approvisionnement. La définition des zones protégées ne se limite pas uniquement à une unité de certification, mais vraiment à toute une zone d'approvisionnement, donc pour les zones protégées. L'identification des ravageurs et des maladies, pareil, pratiquement ça coule de source en disant un insecte ne va pas s'arrêter à une zone une unité d'approvisionnement, une unité de certification, mais peut avoir vraiment une influence sur toute la zone d'approvisionnement. Donc, avoir un contrôle qui regarde au-delà d'une unité de certification, c'est ce qui a été préconisé par le groupe de travail. La promotion de santé et sécurité des travailleurs doit aussi se faire sur toute la zone d'approvisionnement. Et finalement, les logements pour les travailleurs dans toute la zone d'approvisionnement doivent être décents. Donc sur ce, Régis, parce que c'est un peu pour Bonsucro, c'est un changement de passer d'une unité de certification où on était assez robuste sur OK, on sait ce qui se passe sur l'unité de certification, d'ouvrir maintenant l'observation et le champ de vision sur toute la zone d'approvisionnement. Pourquoi le groupe de travail a-t-il décidé de prendre cette direction-là? Remettre mon micro, pardon. Ouais. Non, je le coupe parce que c'est pour faciliter aussi, parce qu'il peut y avoir des bruits. Non, effectivement, je pense que comme tout indicateur ou référentiel, il faut absolument que les choses soient mobiles et qu'elles évoluent, en fait, parce qu'on prend en compte de plus en plus la pression qu'il y a sur l'environnement ou sur d'autres facteurs. Et je pense que c'est important de rajouter ou d'enrichir en fait cette norme avec des indicateurs. Donc Nicolas a parlé de plein de choses, hein, mais il y a aussi l'histoire de sol, des produits agrochimiques, il y a la végétation naturelle. Je pense que de plus en plus, les HEV, les fameuses high value, là, donc ça c'est un point très important pour garantir aussi une certaine biodiversité des échanges avec la culture, avec l'agriculture. Je pense que c'est des points qu'il faut absolument rajouter et après, il y a les moyens de les faire passer. Mais je pense que la norme s'enrichit de choses vraiment importantes et nous devons vraiment y réfléchir et nous y pencher. Et comment on peut recommander ou quoi recommander à un producteur ou un usinier qui regarde cette proposition et se dit bon déjà j'ai fait pas mal d'efforts pour regarder l'unité de certification. Maintenant il faut vraiment que je passe à une échelle supérieure en réfléchissant à comment mettre en place des procédures ou des objectifs de développement durable, sociaux, environnementaux sur toute ma zone d'approvisionnement. Quels conseils on peut dire ou est-ce que c'est faisable et ensuite comment on peut y arriver? Oui, bien entendu, il y a toujours la faisabilité économique. Hein. Je pense que ça reste quelque chose de très important. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? Parce que bon, on sait tous, la canne à sucre, c'est quand même une culture conventionnelle. Ancrée dans un certain nombre de pratiques, et c'est important qu'on fasse évoluer ces pratiques tous ensemble. Alors, moi, je pense qu'il y a des solutions qui sont là avec nous. Bon, on a parlé beaucoup des sites pilotes, de fermes pilotes, on a parlé des fils de visite, voilà, des formations
des producteurs, donc à différents niveaux. Je pense que petit à petit, ces formations ou ces, voilà, toute cette expertise qui doit passer doit être faite donc soit au niveau des producteurs, on peut aussi inviter les usiniers, enfin la communauté en fait de la filière canne, l'ensemble des acteurs pour vraiment prendre conscience de tout cela, changer un peu de paradigme. Moi, je me dis toujours que finalement, à un moment donné, il faut passer le clic, il faut qu'il y ait aussi des clics, le clic, et que sans que cela coûte aussi des investissements extrêmement importants, c'est toujours utile à la fin. Quand on fait ces progrès, finalement, on se dit que ce n'est pas forcément une vision à très court terme, parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais le résultat sera très, très bénéfique à moyen et à long terme. Et c'est un peu ce temps, alors j'ai l'expression le temps long qui qui me vient en tête, mais c'est ça, c'est un peu l'objectif, c'est il y a bien sûr des obligations immédiates économiques de rendement, de productivité, mais l'objectif d'un référentiel, c'est vraiment d'aider et c'est le rôle de Bonsucro aussi de guider le secteur vers des objectifs beaucoup plus longs, plus longue Oui, distance. c'est-à-dire qu'en fait, il y a un objectif extrêmement important dans cette réflexion, c'est de produire mieux. En fait, c'est-à-dire qu'on produit, on sait produire. Enfin, en tout cas, la plupart des producteurs, des industries produisent de la canne à sucre, mais le produire mieux vient rajouter une couche supplémentaire qu'on va déterminer avec Bonsucro, donc pour des indicateurs qui demandent justement un investissement supplémentaire en termes de protection environnementale, de pollution, etc., pour garantir justement tout l'ensemble de la protection de l'industrie, tout en sortant des produits qui sont acceptables et économiquement viables. Voilà. Je pense que c'est ça le principe aussi. Tout à fait, merci. Alors, on a deux questions sur le Q&A, le questions et réponses. La première, c'est un commentaire venant de l'expérience de Bonsucro. C'est vrai que dans le passé, on disait Bonsucro était fier d'être le seul standard ou la seule norme qui était basée sur des indicateurs métriques. Donc, on indiquait vous devez obtenir X ou Y en tant un numéro, quoi, un chiffre, un objectif de rendement. Est-ce que ça va changer? Donc, l'idée, c'est que Bonsucro reste un indicateur profondément ancré dans un objectif métrique. C'est-à-dire qu'on croit toujours que ce qui est mesurable peut être géré et peut permettre d'améliorer, de donner une direction concrète et mesurable sur les améliorations qui sont faites. Ça reste toujours, et le groupe de travail n'est pas revenu sur ce contenu mesurable des indicateurs de Bonsucro. Ce qui manquait par contre, c'est cette pierre fondatrice ou ces fondations d'un système dans lequel tous ces indicateurs métriques peuvent s'ancrer. Et d'une manière, on rattrape un peu une réalité, c'est que beaucoup d'usines, maintenant de plus en plus d'usines, que ce soit au Pakistan, en Inde, au Guatemala, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Thaïlande, ont mis en place des systèmes de gestion ISO 9001, 14001, 22000 s'ils font des produits, etc. Donc, on s'ancre là-dessus en disant, maintenant, le champ d'application de ces normes va pas être uniquement l'environnement ou la satisfaction du consommateur, mais aussi toutes les politiques de développement durable. La deuxième question qui nous est posée, c'est sur les évaluations des valeurs à haute valeur de conservation, les HCV en anglais, HVC en français. Sont-ils nécessaires sur les terrains déjà développés? Donc, ça va être ça. Donc, ça va être dans la zone d'approvisionnement qui est déjà cultivée. On va demander qu'une évaluation des zones qui sont pas en canne, mais qui sont qui sont toujours pas développées, mais au moins on va dire dans la mosaïque de la zone d'approvisionnement, d'évaluer s'il y a encore des zones qui seraient potentiellement considérées comme à haute valeur de conservation, et si oui, de devoir les maintenir et de les améliorer. Donc, il y aura vraiment une vision sur l'existant et voir comment améliorer l'existant. Après, pour tout ce qui va être expansion, donc agrandissement et conversion de nouvelles terres, là aussi, il y aura bien sûr, et on va le voir dans les indicateurs suivants, une protection des zones naturelles et des zones HCV qui, elles, ne pourront pas être converties en canne.
Donc le principe 5 qui a été repensé, on va dire en amélioration continue. Donc c'est une autre approche que uniquement le pass-fail comme on l'avait maintenant, jusqu'à maintenant, mais ça va être en fait on propose, ou le groupe de travail propose aux opérateurs de choisir les indicateurs prioritaires sur lesquels ils veulent d'abord concentrer leurs efforts et ensuite ajouter au cours du temps les autres indicateurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que la première année, 20% des indicateurs du principe 5 doivent être en conformité, puis 40% la deuxième année, 60% la troisième, etc. Donc jusqu'à 100% la cinquième année. Les 5 sujets qui sont adressés, qui sont regardés dans le principe 5, c'est le premier, promouvoir la durabilité économique et sociale de l'entreprise, la ferme et de l'usine. La deuxième, c'est la réduction des émissions et des effluents, promouvoir le recyclage des déchets autant que possible. Le troisième, ça va être former les employés et les autres travailleurs et aussi développer leurs compétences, donc formation continue. Et la quatrième partie va être l'amélioration continue du bien-être des travailleurs avec sécurité de l'emploi dans la zone en dehors de la zone d'approvisionnement. Donc, pensez encore un peu plus loin que la seule zone d'approvisionnement. L'hébergement pour les travailleurs dans les zones d'approvisionnement en canne et l'inclusion des femmes au poste de direction technique, au poste de direction et technique pour répondre à un manque, une inégalité, un manque de représentation équitable de hommes-femmes dans le secteur de la canne à sucre d'une manière générale. Veux-tu faire un commentaire ou... Non, non, Non simplement. ouais. Oui, de toute façon, non, 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 mais c'est des aspects extrêmement importants à la partie sociale, de manière à mettre finalement les gens complètement à l'aise au niveau du travail et puis faire évoluer aussi. C'est pareil. Moi, je ne vais pas faire la comparaison avec l'environnement, mais on est dans un système qui progresse sans arrêt avec des améliorations tant salariales que hébergement et tout. Et je pense que c'est la productivité, tout l'ensemble qu'on améliore finalement. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui est arrivée. Avez-vous prévu de cartographier les bassins de production, chaînes d'approvisionnement pour effectuer les HCV assessments? Donc, c'est un moyen à utiliser, en effet, pour arriver à ces définitions de HCV. La cartographie est un d'entre eux et qui est facilement maintenant réalisable grâce aux nouveaux outils satellitaires et d'observation. Donc, c'est tous ces outils que l'on encourage les producteurs à utiliser. Généralement, on ne va pas favoriser une technologie par rapport à une autre parce que les coûts et les moyens disponibles aux producteurs ne sont pas les mêmes. Mais après, on encourage toutes les parties prenantes, toutes les entreprises qui peuvent aider les producteurs à arriver à identifier ces HCV, par exemple, d'inclure ça, d'inclure Bon Sucro, d'inclure le développement durable dans leur proposition de produits et d'offrir ces solutions aux opérateurs qui sont en démarche de certification. Donc, on encourage tout cet écosystème de solutions innovantes à être utilisé et à être utilisé. Alors, en passant le chapitre prochain, ça va être sur les droits de l'homme et les droits du travail. Alors, j'ai une autre question, pardon, c'est pour ça, c'est un peu, je gère le question and answer et aussi la présentation. Donc, il y a une notion de certification de tous les terrains, dans tous les terrains avec les productions, avec une limite de temps, par exemple, maximum 5 et 10 ans. Donc, sur certains, la question est, y a-t-il un time frame à mettre en place pour les indicateurs du principe 5? Donc, dans chaque indicateur, il peut y avoir des indications de temps pour arriver en conformité. Et on va le présenter justement, il y a un indicateur comme ça qui va venir sur les indicateurs sociaux. On donne un certain temps aux opérateurs à être en conformité. Et ensuite, sur le principe 5, il y a, si l'indicateur est immédiat, on donne cependant l'opportunité au cours de 5 ans de choisir les indicateurs sur lesquels se focaliser et concentrer ses efforts. Donc, 20% des indicateurs la première année, 40% la deuxième année, 60% la troisième, etc. J'espère que ça répond à la question.
Donc, sur le principe 2, le groupe de travail a fait pas mal de clarifications, mais aussi des additions de nouveaux principes. Donc, je vais juste représenter les indicateurs qui ont changé, pas tous les indicateurs, parce qu'on parle des améliorations proposées à la norme. Le premier sur l'absence de discrimination reste un indicateur principal et critique de Bonsucro. On a amélioré la définition de discrimination en rajoutant plus de guides d'explications sur ce qu'est la discrimination. On a rajouté un nouvel indicateur qui est sur l'absence d'abus et de harcèlement. Et on a renforcé l'indicateur sur le respect du droit syndical et à la négociation collective en incluant maintenant d'une manière plus forte la promotion du dialogue social. Sur le salaire minimum garanti pour tous les travailleurs à la pièce, cet indicateur n'est pas vraiment nouveau en tant que tel, parce que le salaire minimum est déjà dans la norme. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'identification, l'individualisation des cas des travailleurs à la pièce. S'assurer que les travailleurs à la pièce aussi atteignent le salaire minimum. Le nombre d'heures maximum travaillées, il y a eu une révision du maximum d'heures travaillées. Maintenant, la proposition est que le nombre maximum d'heures soit de 60 heures, avec une permission de mise en place de 2 ans. Donc, on parle de ce time frame, cette durée pour mettre en place, arriver en conformité. Typiquement ici, on autorise 2 ans pour mettre en place ce nouvel indicateur de 60 heures maximum travaillées. Les heures supplémentaires sont majorées. On change aussi l'objectif de 25% à 50% de majoration en accord avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La mise en place de mesures pour atteindre le salaire juste, c'est un indicateur nouveau et je vais le détailler juste après. Les mécanismes de résolution de conflits sont mis en place. Il y a eu quelques changements qui ont été faits de clarification sur l'objectif de ces résolutions. Et enfin, le dialogue social démontre l'existence d'une approche collaborative avec les travailleurs en vue de l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un nouvel indicateur. Au début, dans la version actuelle, la collaboration avec les travailleurs est inclue d'une manière indirecte dans plusieurs sous-indicateurs. Ici, le groupe de travail a vraiment identifié ça comme un indicateur en tant que tel pour vraiment focaliser le dialogue social et la collaboration avec les travailleurs. Alors, au niveau du salaire juste, c'est une nouvelle notion qui est intégrée chez Bonsucro et je voulais un peu redéfinir ce qu'on entend par salaire juste. Alors, en anglais, le terme est living wage. La traduction salaire juste n'est peut-être pas la plus adéquate. C'est un salaire qui permet un niveau de vie, on va le dire, si on veut traduire mot à mot. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un salaire juste? C'est une rémunération perçue pour une semaine de travail normal, par un travailleur dans un lieu particulier. C'est-à-dire que c'est souvent une notion locale suffisante pour permettre un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Donc, pour arriver à calculer et à savoir quel serait ce salaire juste, on utilise un certain nombre d'informations extérieures comme la nourriture, l'eau, le logement, l'éducation, les soins de santé, le transport, les vêtements et autres besoins essentiels, y compris des dispositions pour les événements imprévus. Donc, il y a plusieurs méthodologies qui ont été développées au cours des dernières années pour définir un salaire juste. Une représentation sur le côté droit de la présentation, c'est comment on peut arriver à ce calcul. Il y a plusieurs, sur cette diapositive, vous pouvez voir, je vais expliquer, c'est plusieurs représentations de définition de salaire juste en fonction de différentes méthodologies internationales qui permettent de comparer un salaire minimum légal, qui est ce que Bonsucro demande pour l'instant, que tous les travailleurs reçoivent au moins le salaire minimum légal. Et si on regarde le premier cas, par exemple, du Guatemala, où il y a tout un nombre d'indicateurs,
on peut comparer comment ce salaire légal est en comparaison à d'autres indicateurs. Par exemple, le niveau de pauvreté de la Banque mondiale indique qu'il faut au moins un salaire de 121. Le salaire minimal au Guatemala est de 383. Donc, le salaire minimal aide un peu à gérer et à éviter de tomber en dessous de la ligne de pauvreté comme définie par la Banque mondiale. Si on regarde une autre méthodologie qui est reconnue aussi pour le salaire juste, c'est la méthodologie Anchor Methodology, qui est la deuxième en partant de la droite. Cette méthodologie va préconiser un salaire de 397, donc qui est supérieur au minimum légal du Guatemala. Donc là, il y aurait une différence à combler si Bonsucro venait à recommander le salaire minimum juste, un salaire juste. La dernière ligne représente les différences entre un salaire minimum légal et différents indicateurs proposés et méthodologies. Donc, on a la National Poverty Line, qui est la ligne de pauvreté nationale, celle définie par la Banque mondiale, une autre méthodologie qui s'appelle le Asian Floor Wage, une autre qui s'appelle le Wage Indicator Foundation, et finalement la Anchor Methodology. Donc, si on regarde les trois dernières, donc Asian Floor Wage, Wage Indicator et Anchor Methodology, on va voir que le salaire minimum dans ces pays qui sont représentés, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Guatemala, l'Inde et la Thaïlande, sont toujours inférieurs et parfois d'une manière assez importante avec les recommandations de ces méthodes de calcul d'un salaire juste. Donc, dans ce cas-là, et Bonsucro préconise dans un rapport qui est publié sur le site internet auquel j'invite tout le monde à regarder, va recommander de proposer de mettre en place une pratique et de combler la différence entre un salaire juste et un salaire minimum légal de 10% tous les 3 ans. Donc, l'objectif n'est pas de mettre en place immédiatement un salaire juste, total pour les travailleurs, mais de combler cette différence de 10% tous les 3 ans. Et la question que l'on pose aux parties prenantes, c'est l'objectif est-il suffisamment ambitieux, réalisable, et pense-t-on ou pensez-vous qu'il va y avoir des difficultés pour la mise en place d'un salaire juste? Donc, on invite tous les participants, mais aussi toutes les parties prenantes à nous faire parvenir ces commentaires pour pouvoir aider et recommander au groupe de travail une façon d'adresser cette question de salaire juste. Donc, je regarde s'il y a des questions. Donc, on a ça. Alors, là, on a une question de mise en place de la norme, donc je vais regarder. Certaines sucreries pratiquent une rémunération des heures supplémentaires majorées de manière graduelle, par exemple plus 20% pour les 5 premières heures, puis plus 50% pour les suivantes. Est-ce que la version 5 de Bonsucro pourrait intégrer cette gradation? Alors, c'est tout à fait une bonne suggestion et c'est ce type de recommandation que l'on vous encourage à formaliser auprès de Bonsucro. Alors, le fait que vous l'ayez entré dans ces commentaires et aussi, si vous l'écrivez dans le chat, ça va être intégré comme un commentaire officiel, on va dire, qui vont être après rapportés au groupe de travail. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, en restant sur le côté social, on va regarder maintenant le côté santé-sécurité. Donc, au niveau de la norme, le groupe de travail a fait quelques changements sur la protection et la santé-sécurité des travailleurs. Donc, je vais les expliquer. Les principaux risques, on va demander maintenant que les principaux risques pour la santé et des sécurités sont documentés, évalués et communiqués aux travailleurs et que les risques sont réduits. Donc, pour ça, il y a une inclusion des risques occupationnels, des risques environnementaux et des risques liés à des conditions préexistantes chez les travailleurs. Donc, vraiment comprendre quel est un peu l'état des lieux de santé des travailleurs. Les risques pour la santé sont gérés par le biais de plans d'action qui sont mis en œuvre.
Ensuite, on va regarder que le droit à l'eau et à l'assainissement, et là c'est une addition nouvelle dans la norme, sont mises en place et respectées, que tous les travailleurs reçoivent gratuitement et portent des équipements de protection individuelle appropriés. L'indicateur était mineur, maintenant ça devient un indicateur critique. Le pourcentage de personnel formé en santé et sécurité en début et au moins une fois tous les ans est aussi accentué, sachant qu'avant le recyclage, on demandait que le recyclage soit fait tous les 5 ans. Maintenant, le recyclage doit se faire tous les ans. La fréquence d'accident, donc un indicateur métrique de Bonsucro, a été aussi revu. On a abaissé le nombre maximum d'accidents à 30 accidents par million d'heures travaillées. Et ça a été fait avec le groupe de travail et une évaluation, une revue en fait de pratiquement de 10 ans de données que Bonsucro collecte des entités certifiées, et c'est ce qui a un peu guidé le groupe de travail dans sa définition de la nouvelle norme. Et enfin, qu'un logement décent est soit fourni aux travailleurs, et ça pareil, c'est un nouvel indicateur qui a été intégré dans la norme Bonsucro. Hop. Alors, une nouvelle aussi addition qui est devenue un peu plus forte, et aussi parce qu'au niveau global, il y a une prise de conscience et aussi beaucoup de travail qui ont été menés sur la protection de la santé des travailleurs en situation d'insolation. On sait que la canne à sucre, par sa localisation géographique, se fait dans des pays et des situations environnementales chaudes et humides, qui sont des conditions très difficiles physiquement pour les travailleurs. Et il y a donc une demande de protection accrue des travailleurs dans ces conditions-là. Donc l'effet de l'insolation est quand même très négatif à cause des coups de chaleur qui viennent et de l'effort, c'est de couper par exemple des coupeurs de canne manuels doivent fournir beaucoup d'efforts pour couper la canne régulièrement, mais aussi le coup de chaleur peut venir de l'exposition au soleil et aux conditions climatiques, une humidité élevée, un manque de vent peuvent aussi élever ce risque d'insolation. Les conséquences sont des baisses de production, de productivité, des accidents accrus et aussi via des risques de déshydratation, des insuffisances rénales. Et il commence à y avoir de plus en plus de recherches scientifiques et de publications autour des conséquences néfastes de ces insuffisances rénales qui amènent un peu à repenser l'approche pour la santé des travailleurs. Donc les risques de température interne sont très élevés pour les travailleurs. Et c'est un peu le graphique qui est représenté en bas à droite, où on représente le niveau d'effort fourni par des coupeurs de canne par rapport à d'autres types d'activités. Donc le premier élément à gauche, ça va être l'effort représenté en pourcentage de battements cardiaques maximum par une personne. Un coupeur de canne va être à 60% pendant 5h30, 6 jours par semaine. À côté, on a ce que des militaires en opération commando ressentent. C'est aussi environ 60%, mais c'est généralement 5h40 une fois tous les 6 jours. Un coureur de marathon amateur vont être à 80%, mais une fois de temps en temps quand ils font un marathon. Et finalement, le dernier cas, c'est là, vont représenter aussi une activité élevée à plus de 60% pour les marathons extrêmes, comme le marathon des sables ou d'autres pans avec des taux d'activité très élevés. Donc tout ça pour dire qu'un coupeur de canne ont des activités dignes d'un marathonien, mais c'est c'est quotidien. Donc c'est-à-dire que des efforts répétés sur de longues périodes, sur des saisons qui peuvent durer 2 à 3 mois ou 4 mois, et ce tous les ans, donc qui ont au cours des années des conséquences graduelles et de plus en plus néfastes sur leur santé. Donc l'objectif, et c'est inclus dans la norme aussi, c'est de promouvoir des adaptations de rythme de travail
pour protéger davantage ces travailleurs. Et ici, on représente un exemple d'adaptation d'un rythme de travail qui a été réfléchi et testé en Amérique centrale. D'autres sont disponibles, mais l'objectif est là, et de penser que les travailleurs viennent avec parfois des préconditions de santé, mais aussi travaillent dans des conditions particulières à la zone de travail, et que ça amène à une adaptation du rythme du travail pour leur protection, mais aussi, comme on l'a vu, pour la productivité et la réduction du risque d'accident, et donc la disruption ou des problèmes de productivité de l'opération. Donc c'est un peu une notion beaucoup plus détaillée que dans la norme actuelle, et on apporte un peu cet apport ce guide et ce référence que la norme peut proposer aux opérateurs de la canne à sucre. Donc, je ne sais pas si Régis, lors de ces discussions avec le groupe de travail, est-ce que c'est quelque chose qui aussi un peu est-ce que ça a été une découverte, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ressentait déjà dans le secteur et que maintenant on permet d'avoir un peu une solution un peu plus concrète, et est-ce que c'est faisable, est-ce que ça va dans le bon sens? Effectivement, donc j'ai pas participé moi à ce groupe de travail parce qu'on s'est finalement scindé en deux pour traiter des parties sociales, environnementales et techniques. Mais cela dit, la vision est complètement partagée, hein. Je pense que là aussi, donc tous ces aspects qui ont été évoqués par Nicolas et qui sont vraiment travaillés, qui vont progresser, sont très importants pour toute la filière canne et la production, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une partie qui s'adresse plus à des industries qui ont des coupeurs de canne. Donc là, on est vraiment dans ce contexte-là. Pour ceux qui ont des opérations avec des machines, tout ça, bon, c'est moins adapté, quoique finalement, les problèmes d'assolation, tout ça, le contexte, il reste le même, hein. Donc je pense que ce soit côté salaire, hébergement, sécurité, santé, on le voit très bien en Europe, mais c'est pareil dans les autres pays, que tout ça progresse continuellement. Et je pense que le fait que Bonsucro s'en occupe vraiment approfondi par rapport aux normes et tout est quelque chose de très bon. Et je pense que voilà, on verra bien le résultat de toute façon à la fin. Mais je pense que c'est des choses qui sont voilà, qui sont essentielles comment dire, au contexte de production de la canne à sucre. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, on a eu quelques questions qui sont apparues sur le chat. Donc, par exemple, ici, on a il est question de mettre en place un service de toilette, notamment pour les personnels des champs, pour des périmètres non mécanisés. Cela représente un très grand nombre d'infrastructures mobiles et une véritable problématique d'acheminement sur les lieux de chantier. Est-ce que les entreprises déjà certifiées ont pu mettre en place ce type de dispositif? Quels seraient les ratios à considérer? Combien de toilettes par travailleur? Donc la norme ne va pas. C'est vrai que ce serait intéressant de voir si la norme ne devrait pas finalement proposer une indication du ratio à mettre en place. Pour l'instant, dans l'avant-projet, il n'y a pas cette idée de ratio. La mise en place de toilettes mobiles a été mise en place par certains opérateurs certifiés. Donc, on va dire, j'ai pas la réponse, par exemple, je pourrais pas vous dire concrètement quel serait ce ratio et quels sont les types d'adaptations qui ont été mises en place. Mais l'avantage de travailler avec un réseau comme Bonsucro qui a maintenant des membres dans 45 pays autour du globe, c'est de faciliter, c'est aussi ces prises de connaissances et de connexions avec des entreprises qui ont déjà mis en place des solutions pour répondre aux questions de la norme, et de s'assurer que ces connaissances soient transmises aux opérateurs qui commencent leur démarche ou qui veulent aussi apprendre comment cela peut se faire. Donc, via le réseau aussi de nos directeurs régionaux, on permet facilement cette mise en relation entre les différents producteurs pour répondre à ces questions. Et c'est là où tous les événements aussi qu'on essaye de mettre en place quand il n'y a pas des restrictions de travail, de voyage, comme on a actuellement avec la pandémie du coronavirus, on essaye de mettre aussi beaucoup d'événements où on permet de
de se faire rencontrer les producteurs pour qu'ils échangent les pratiques. Donc, c'est quelque chose qui existe et c'est notre rôle aussi. On est là pour ça, pour favoriser ces échanges-là. Donc, on pourra revenir. Vous pouvez nous contacter directement et on pourra essayer de voir comment vous mettre en relation avec des travailleurs ou des opérations qui ont déjà mis en place ces systèmes de toilettes mobiles et comment ils ont arrivé à mettre ça en place dans leur zone d'approvisionnement. Merci pour cette question. Ensuite, on a une autre question sur les lois du travail existantes qui régissent les revenus peuvent être intégrées au principe 5. De plus, comment aussi intégrer les accords collectifs dans les objectifs de la certification de la norme 5. Donc, l'intégration des accords collectifs se fait d'une manière à respecter ces accords collectifs s'ils ont, déjà c'est un accord, la norme met vraiment l'accent cette fois-ci sur la collaboration et la discussion entre les travailleurs et les opérateurs ou les usiniers ou les propriétaires d'usines pour arriver à un accord, à des accords sur différents volets. Et donc, les accords collectifs, c'est une preuve qu'il y a eu ces négociations et qu'il y a eu des accords entre les différentes parties. Si de plus, ils ont de valeur légale, ils ont à être respectés, à être mis en place. Généralement, alors il y a deux cas de figure. Si la norme va au-delà des accords collectifs, la norme doit prévaloir, avec toujours un peu une notion en disant que vous ne devez pas être en contradiction avec la loi. La loi est toujours la plus importante. Donc, si être en contradiction avec, si mettre en place les accords, la norme qui va être plus stricte que l'accord collectif, vous mettrez en contradiction avec la loi. Il ne faut pas faire ça. Il faut rester en conformité avec la loi, mais essayer de s'approcher au plus près de l'objectif de la norme, on va dire de l'idéal de la norme. Et ça peut se faire par repenser les accords collectifs et voir comment ces accords collectifs peuvent être renégociés au cours des années pour rejoindre un peu l'espérance ou l'objectif indiqué dans la norme. Donc, j'espère que ça répond à cette question. Il y a une autre question sur les indicateurs sur les logements décents. L'évaluation, donc comment cet indicateur va être évalué. Donc c'est voilà, là, pour que les gens puissent voir la question. Donc, l'évaluation d'une certification Bon Sucrose se fait par des auditeurs indépendants qui sont sélectionnés et qui vont évaluer l'opération par une présence physique. Alors, on va mettre entre parenthèses ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus et les problèmes de travail, de transport et de voyage et de visite en champ qui sont d'une manière générale restreints, mais en conditions non coronavirus, les auditeurs vont être présents physiquement au niveau des opérations, donc dans l'usine et aussi dans les champs, et donc vont faire des visites de contrôle, on va dire, d'évaluation des indicateurs, que ce soit en discutant avec les travailleurs, en discutant avec les fermiers, mais aussi en visitant des installations. Donc, en visitant des installations qu'ils vont choisir d'une manière aléatoire et vont pouvoir vérifier si les conditions inscrites dans la norme et dans le référentiel Bon Sucro sont respectées. Donc, si les conditions de définition des logements décents sont respectées et si ça n'est pas respecté, donc une situation de non-conformité va être relevée et va être rapportée sur laquelle l'opérateur et ou les fermiers vont devoir travailler pour corriger cette non-conformité. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est toujours très intéressant et très bon en fait d'avoir une intervention, un échange sur les propositions de la norme. Donc maintenant, si on passe au dernier chapitre, je regarde l'heure qui défile très vite et on en est maintenant enfin au cœur, on va dire, au cœur du sujet de Régis et où son expertise a été grandement appréciée au niveau du groupe de travail, la gestion de la biodiversité et des systèmes écosystémiques. Donc, Bon Sucro a toujours eu une gestion environnementale inclue dans son référentiel et c'était un peu d'une manière condensée, on va dire. On avait tout inscrit dans un seul indicateur qui était l'indicateur 4.1.3.
pour faciliter la mise en place, mais aussi pour faciliter le travail des opérateurs qui se demandent souvent, OK, je dois faire un plan de gestion environnementale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois regarder? Quels sont tous ces éléments? Ça semble assez compliqué. Donc, le groupe de travail s'est dit, on va diviser ce plan de gestion environnementale en une série d'indicateurs pour faciliter la mise en place de ces indicateurs. Donc, le premier, c'est toujours de cartographier la biodiversité et les systèmes écosystémiques de la zone d'approvisionnement et donc de développer à partir de là un plan de gestion environnementale. Parce qu'une fois qu'on fait la cartographie, on sait ce qui se passe, on sait ce qui existe, on va dire où est-ce que je peux faire une amélioration, où est-ce que je dois protéger. Le deuxième, c'est de maintenir et d'améliorer ce plan de gestion environnementale. Ensuite, il y a une série d'indicateurs sur les 4.2 où il y a un gros focus sur le sol. Donc, l'identification des sols et des unités pédologiques. Les conditions des sols est maintenue et améliorée. Le statut des sols est connu par des analyses de carbone labile, pH, acidité et salinité. Les pratiques mises en place limitent l'érosion et la dégradation des sols. Et ensuite, le brûlage des résidus de culture après récolte est évité. Sur le côté des ravageurs, on a identification des ravageurs et des maladies présentes, passées et des risques potentiels. Mettre en place des pratiques agroécologiques de contrôle des ravageurs. Mettre en place un plan de gestion intégré des adventices. Et enfin, une gestion des stocks et de la manipulation des produits dangereux, combustibles, lubrifiants pour prévenir la pollution et la pollution de l'environnement. Donc, comme on le voit, Régis, et est-ce que c'est un tournant? Tu pourras nous le dire, mais en tout cas pour Ventsucro, c'en est un, en ayant été pour Ventsucro non, ça fait 8 ans, l'introduction de la notion d'agroécologie dans la norme Ventsucro. Donc, en quoi penses-tu que c'est un tournant et est-ce vraiment un tournant? Et un peu, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, qu'est-ce l'agroécologie en fin de compte? D'accord. Merci Nicolas. C'est vrai que c'est un sujet important et riche finalement. Alors on parle beaucoup de partout en Europe, à l'international, de transition agroécologique et ça concerne complètement la canne à sucre. On est vraiment là-dedans. Alors le problème, c'est de faire passer l'agroécologie, qui est quand même quelque chose de très complexe, je l'expliquerai rapidement, dans un système qui est très conventionnel. Il faut modifier les pratiques, changer les pratiques. Donc, ce n'est pas simple du tout, mais malgré tout, à l'aide de la norme, donc on va se servir de la norme un petit peu pour justement normer les choses, essayer de créer un référentiel autour de agroécologie avec un certain nombre de pratiques. Bon, l'agroécologie, c'est finalement assez simple, je dirais. Bon, vous voyez qu'il y a agroécologique, donc c'est le mariage de l'agronomie et de l'écologie. Donc, l'intérêt pour nous, pour les chercheurs et d'autres, les développeurs et tous les gens qui travaillent sur l'agroécologie, c'est de mettre plus d'écologie. Donc, on va chercher à comprendre les processus écologiques dans la nature. Et on sait que dans la nature, c'est extrêmement riche. On a un certain nombre de relations entre les individus, la plante, le sol. Alors, le sol, la plante, tout ce qui est agression, c'est-à-dire les maladies, les insectes, les stress hydriques, tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment tous ces étages-là qui sont présents dans les systèmes et qu'il nous faut mieux comprendre de manière à réguler. Parce que l'objectif, c'est vraiment de réguler les systèmes grâce à la compréhension de ces services écosystémiques ou écologiques. Donc, ça, c'est un point qui est très important et qu'il nous faut, au lieu de dire, par exemple, pour lutter contre tel ou tel problème d'insectes, on va utiliser des variétés, on va utiliser de l'agronomie ou tel système, on va réfléchir un peu plus et commencer à travailler autour de l'agroécologie, introduire par exemple des plantes de service, mettre de la paille au sol, introduire des plantes de couverture pour lutter contre les adventices, les mauvaises herbes et tout. Donc tout ça, c'est vraiment de la réflexion collective qu'on met au service d'une agriculture, toujours pareil, du produire mieux. Là, on n'est plus dans la production, mais dans la production améliorée. Et c'est vrai qu'on peut se servir de la certification donc pour faire aussi passer un certain nombre de bonnes idées comme ça. Alors, sur l'approche… Oui, pardon, Nicolas. Non, j'allais dire, est-ce que c'est compliqué d'entamer une démarche d'agroécologie pour des fermiers ou des producteurs qui ont jamais, en fait, peut-être qu'ils le font sans le savoir, mais qui n'ont jamais vraiment engagé proactivement, s'engager directement proactivement dans une notion, dans une avance ou de l'agroécologie?
Ouais. Après, il y en a qui faisaient de l'agroécologie bien avant, hein, c'est-à-dire ces savoirs, ce qu'on appelle les savoirs locaux, les savoirs des paysans, par exemple en Indonésie, en Afrique du Sud ou ailleurs, ils font un peu d'agroécologie. Finalement, quand un paysan, un producteur indonésien me dit, vous savez, monsieur Goebel, moi j'enlève les pailles à 8 mois ou 9 mois de croissance de la canne, j'enlève les pailles, je les mets au sol, et comme ça, le fait d'enlever les pailles, j'ai plus de problème d'insectes qui rentrent dans la tige. Puis en fait, les foreurs, par exemple les lépidoptères ou les papillons foreurs de la canne, utilisent l'appui de l'insertion des feuilles de la paille pour rentrer dans la canne. Donc quand j'ai écouté ce qu'il me dit, je me dis mais c'est incroyable. Effectivement, c'est des choses comme ça qui, il n'y a pas que en fait nous qui venons avec une mallette remplie de solutions agroécologiques, il y a aussi ce qu'on peut apprendre, percevoir de la part des agriculteurs ou des paysans et qui peuvent faire changer les choses. Donc les pratiques agroécologiques, évidemment, ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. Quand on dit on va mettre des introductions de plantes de service dans la canne, donc déjà il faut accepter le fait de ne plus faire que de la canne, mais d'ajouter des choses autour ou dans la canne. Donc ça modifie aussi les systèmes de culture, de production, etc. Donc c'est pas évident, mais malgré tout, je pense que c'est un défi, comme d'autres d'ailleurs, dans le niveau social, environnemental, à relever. Quand on protège des zones de végétation naturelle, là aussi, comment faire, comment éviter la pression. Les pratiques agroécologiques, c'est vraiment des choses à travailler ensemble par l'intermédiaire des formations. Et quand on fait des introductions de plantes de service, qui sont connues par ailleurs, on essaye de garantir la production de canne tout en ayant des services, par exemple, d'alimentation animale ou d'alimentation humaine. Quand on fait des pois, par exemple, des haricots ou d'autres desmodium ou des cannavellias, des légumineuses dans les cannes, on a aussi un service qui est rendu par la plante. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour le producteur. Maintenant, effectivement, ça demande des expérimentations, des exemples en ferme pilote et tout pour justement tester toutes ces techniques. Alors, je précise juste que l'IPM et la protection agroécologique, puisqu'on est dans l'agroécologie, c'est simplement pouvoir utiliser les services de régulation naturelle des insectes. Vous savez que les pesticides, ça résout, d'accord, ça limite le problème, on est comme des médecins, on donne un remède et ça tue l'insecte. Et quand on y réfléchit, dans un champ de canne, dans une forêt ou d'autres, il y a énormément d'interactions d'autres insectes qu'on appelle des prédateurs et des parasitoïdes qui vont permettre de contrôler l'insecte. Si on élimine ces prédateurs et ces parasitoïdes par des pesticides, par le brûlage de la canne ou par d'autres types de pratiques, on va arriver à un déséquilibre total et l'émergence de problèmes. Donc c'est ça qu'on veut aussi maîtriser grâce à l'agroécologie, à mieux comprendre les relations et pouvoir utiliser ces services contre finalement les ravageurs, les maladies et les adventices. Okay, merci beaucoup pour cette clarification. Et donc, quelle a été l'approche parce que tu parlais des pesticides et l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'il y a eu d'autres approches ou d'autres réflexions et discussions autour de la question des produits phytosanitaires? Oui, c'est vrai que la question des produits phytosanitaires est délicate, hein, si je puis dire, parce que là, il faut aussi regarder la régulation, enfin les normes qu'il y a, les législations qu'il peut y avoir dans les pays, et ça nous pose problème. Quand on dit bah non, il ne faut pas utiliser tel produit, c'est pas très facile parce qu'il faut aussi voir dans quelle mesure voilà, ils sont autorisés ou pas. Donc il faut faire cette étude préalable aussi. Mais tout ce qu'on souhaite nous faire passer les messages, c'est d'utiliser les pesticides, en tout cas les insecticides. Les herbicides, c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas forcément des solutions. Mais sur les insectes, de privilégier absolument la lutte biologique ou d'autres techniques qui n'utilisent pas de pesticides avant, en dernier ressort, d'utiliser les pesticides. Alors je dis simplement ça parce que vous savez que des fois, quand il y a des invasions de criquets, comme on peut en voir en Afrique de l'Est, etc., là, les gens sont complètement démunis. Que fait la FAO, par exemple, c'est qu'ils remplissent les avions de pesticides et ils vont traiter parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais sur la canne, c'est différent. On n'a pas cette pression de criquet, tout ça, et on a, Dieu merci, tout ce qui est lutte biologique, variété résistante. Voilà, on a plein de solutions qui nous permettent de lutter contre les insectes. Donc les produits phytosanitaires en dernier ressort,
doivent être un peu les préconisations en agroécologie. Donc, il y a deux questions qui sont venues dans le chat et qui sont intéressantes justement dans cette notion de cette introduction de notion d'agroécologie. La première, ça va être, et la question n'était pas sur ce sujet-là, mais je pense qu'elle se relaie, elle se pose aussi dans ces questions-là. Est-ce que le groupe de travail a fait une évaluation économique des nouveaux indicateurs ou de l'inclusion de nouveaux indicateurs avant de prendre leur décision? Et je voudrais, limite, je tourne un peu cette question en disant, est-ce qu'il y a dans le passé ou est-ce qu'il a été fait des analyses économiques sur la mise en place de l'agroécologie dans le secteur de la canne à sucre? Est-ce que c'est vraiment c'est quelque chose qui est économiquement viable et qui a un futur, ou c'est pas encore justifié, ou est-ce que c'est en cours de démonstration? Oui, alors, je dirais plutôt c'est en cours de démonstration. C'est vrai que l'impact économique n'a pas été fait véritablement. Les seuls éléments qu'on peut voir, c'est ce qui concerne la lutte biologique. Par exemple, la lutte biologique, on a pu la quantifier, la chiffrer, voilà, et elle est équivalente en termes de résultats à des insecticides ou des pesticides. Mais les solutions agroécologiques, qui restent assez complexes à mettre en œuvre, avec des démonstrations, un certain nombre de pas de temps, ne sont pas chiffrés véritablement aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que quand on a une réflexion dans Bon Sucro de protection de la biodiversité, de l'écosystème, de préservation des systèmes, on a parlé des HIV la dernière fois, mais c'est valable pour la plantation, la canne aussi, qui abrite un certain nombre d'organismes, d'éviter justement d'utiliser des pesticides ou quand il y a des attaques de rats, des anticoagulants, tout ça. Donc, la réflexion, elle se trouve là, et je pense que c'est d'abord une prise de conscience, un état d'esprit, et effectivement, après, on regarde là où on peut le faire économiquement. Et ça suppose justement de travailler en co-construction ou co-partenariat avec les producteurs pour tester des solutions agroécologiques. Par exemple, on identifie des plantes de service, on sait quel type d'espèce c'est, et on travaille ensemble pour voir si ça réduit les mauvaises herbes, etc. Et on chiffre tout ça. Ok, merci beaucoup. C'est plus des principes. Hein. Ouais. Et la question va être, et une autre question, et on n'aura pas le temps d'y répondre, mais c'est comment évaluer, comment auditer la mise en place de pratiques agroécologiques. On essaiera peut-être d'y répondre à un autre webinar, mais c'est en effet une question. Alors, d'une manière moins candide, c'est que dans le groupe de travail, on a une experte de l'audit, donc un auditeur, une auditrice qui est avec nous et qui permet au groupe de travail de dire, mais si vous écrivez quelque chose, moi il faut que je sache comment l'auditer, donc aidez-moi à définir vraiment les critères d'audit pour qu'après une décision de conformité ou non conformité soit prise. Oui, je pense que ça sera une autre étape, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, protection des écosystèmes en danger. Donc, on réutilise et on renforce la notion de haute valeur de conservation, ou HCV en anglais. Pas de conversion de zones protégées nationalement ou internationalement en canne. Les zones HCV sont protégées et améliorées. Donc avant, on avait dans la norme actuelle, on avait juste protégé. Maintenant, on a aussi l'amélioration des zones HCV. Donc c'est un peu la responsabilité dans la zone d'approvisionnement du producteur de s'assurer que je les protège et que je les améliore. Ensuite, dans toutes les zones d'approvisionnement, les expansions ne se font dans aucune zone HCV, donc protéger ces zones-là. Et que toutes les expansions de surface en canne ou tout autre nouveau projet majeur font l'objet d'une analyse d'impact environnemental et social préalable. Toujours très important, on fait l'étude avant de faire des extensions et pas après pour pouvoir s'adapter à l'extension. Sur les conduites culturales, donc on renforce l'idée de contrôle des fertilisants et des engrais, maintenant en rajoutant aussi une visibilité sur l'élément K qui n'était pas inclus. Avant, on avait juste nitrogène, phosphore, maintenant on a aussi le potassium à regarder et à appliquer en fonction des recommandations. On doit identifier les zones hydriques et les zones de pompage pour les protéger, les cartographier et les protéger pour une administration durable sur toute la zone d'approvisionnement. Donc là, vraiment, la notion bassin, landscape, paysage prend
prend sens. L'identification des titres fonciers et hydriques est effectuée. Il y a des actions collectives, collaboratives pour promouvoir l'utilisation durable de l'eau. L'irrigation apportée à l'eau est efficiente. On a revu un peu, il faut regarder l'avant-projet, la façon de mesurer ça. L'oxygène dissous maintenant est vérifié au point de décharge et non pas dans le cours d'eau récepteur. Et enfin, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, le groupe de travail est toujours en réflexion en partenariat avec le secrétariat de Bonsucro pour arriver à des indicateurs renforcés. On a revu la liste de produits interdits en utilisant les mêmes qui sont déjà interdits, mais en incluant aussi 2 nouvelles catégories, la catégorie 1A et 1B de la classification internationale en produits phytosanitaires, qui sont inclus maintenant dans la liste de produits à ne pas utiliser dans les zones certifiées. Donc, il nous reste 3 minutes, Régis, et je pense que c'est la plus belle façon peut-être de finir ces 3 minutes, c'est de parler des sols. Donc, comme j'ai expliqué en 4.1.3, la notion des sols a été vraiment renforcée et bien individualisée dans des indicateurs particuliers. Alors, pourquoi cette importance des sols? Pourquoi cette direction sur les sols? Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui nous a bien occupé, bien préoccupé. C'est vrai que le sol, en fait, je ne vais pas dire qu'il a été complètement négligé hein, dans l'agronomie ou dans l'agriculture auparavant, mais c'est vrai qu'on assiste un peu à une reconnexion avec le sol. Cette connexion, en fait, entre la plante et le sol est capitale. On se rend compte qu'effectivement, hormis les éléments importants qu'on a cités, donc NPK, il y a tout un tas d'éléments qui sont vraiment extrêmement importants pour la santé de la plante, pour la croissance, etc. Mais moi, ce que je voudrais, sur le point que je voudrais insister, et qu'on a beaucoup parlé donc, au sein du groupe, c'est les recommandations. Et ces recommandations doivent être suivies absolument, c'est très important. Et le point de l'analyse du sol, enfin l'analyse des éléments du sol, c'est quelque chose de primordial. Donc ça veut dire que derrière, il faut avoir un laboratoire d'analyse derrière pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que c'est vrai que la santé du sol est quelque chose comme je l'ai dit, vraiment d'essentiel. Donc il faut qu'on ait ces analyses de sol pour pouvoir après appliquer ce qu'on doit appliquer. Et ça fait partie des recommandations. Et vous savez qu'un point que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand on applique trop d'azote sur les cultures, on a des montées de pression d'insectes faramineuses. Des trucs absolument incroyables. Moi, j'ai vu des dégâts multipliés par 3, tout simplement parce qu'on est passé de 100 kg par hectare d'azote, par exemple, à 150 kg par hectare. Donc, c'est des faits qu'il ne faut pas oublier. C'est lorsqu'on applique trop, on se dit, tiens, on va avoir beaucoup de productivité, mais en même temps, on se fait prendre par les insectes. C'est pareil pour l'eau avec les stress hydriques, mais je n'ai plus trop le temps d'en parler, mais l'eau est un élément extrêmement important aussi. Et c'est vrai que, encore une fois, les sols, c'est la santé du sol. Qui dit santé du sol, dit santé du végétal, santé de la canne à sucre, dit bien sûr production et protection contre les insectes. Merci beaucoup pour ces points. En effet, moi je fais souvent la comparaison avec la santé humaine. Une bonne nutrition aide à promouvoir une bonne santé. Et les plantes ne sont pas vraiment différentes. Hein. Une bonne nutrition équilibrée avec des sols robustes et forts qui permettent ça aide à avoir une plante plus forte. Voilà, il y a l'histoire de matière organique et puis surtout il y a le 4 pour 1000 aussi avec le stockage du carbone. Donc tout ça, c'est quand même des éléments importants. Le carbone labile, par exemple, qui est assimilable par les plantes, il faut qu'on puisse connaître ces indicateurs de sol. Tout à fait. Merci beaucoup, Régis, pour ces clarifications. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais c'est si, c'est bon. Clarification. Éclaircissement, c'est un peu mieux. On arrive à 4 heures de Paris, 3 heures de Londres. Je voulais dire un grand merci à tous les participants et vos questions. Juste pour dire, je vais rester en ligne pour répondre à vos questions. Donc, si d'autres personnes veulent rester en ligne, vous pouvez. Le webinaire est encore ouvert un peu parce qu'il y a des questions et je voudrais y répondre parce que c'est bien. Mais je voulais aussi remercier Monsieur Coquelet et Dr Autré pour votre présence et vos mots d'introduction. Et je vous encourage à tous à participer à cette consultation. Donc, je vais peut-être laisser
la parole à Monsieur Coquelet et à Jean-Claude Autré si vous voulez dire quelques mots de conclusion. Merci Nicolas, merci Régis. Écoutez, effectivement très très intéressant. Moi, je ne peux que rebondir sur ce que disait Jean-Claude en introduction, en disant que c'était sa première réunion Bonsucro en français. Et c'est pour ça que l'AFCAS s'était engagé aussi assez tôt pour dire mais on ne parle qu'espagnol et anglais dans ces réunions et il n'y a pas de raison que le français ne soit pas représenté, comme il est à l'ISSCT d'ailleurs, grâce à Jean-Claude. Donc merci, c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'il y en aura d'autres. Après, les sujets étaient très larges, passionnants. Il y a eu des questions qui étaient que j'ai trouvées très pertinentes. Il y a certainement des clarifications qui vont venir progressivement. Qu'est-ce qu'on définit un hébergement décent? Qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste? Et peut-être demain, qu'est-ce qu'on définit comme juste prix pour le kilo de sucre? Qui est un sujet qui permet aussi tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci énormément d'avoir permis ce moment, de nous avoir invités et je peux vous dire qu'on répondra présent aux autres sollicitations parce que fondamentalement la démarche est bonne, elle est importante, elle est inéluctable. Donc on peut être pour ou on peut être contre, peu importe, c'est dans le sens de l'histoire et donc autant l'anticiper et l'accompagner. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Coquelet, pour votre participation. Et Jean-Claude? Il a disparu. Il a disparu. Très bien, je vous remercie beaucoup à tous. Comme indiqué, je reste en ligne pour ceux qui veulent rester en ligne, parce qu'il y a 2-3 questions qui ont été levées. Comme ça a répondu. Ah, Jean-Claude. Oui. Voilà, je voulais dire 2 mots. Oui. D'abord, je suis très heureux que Bonsucro utilise la langue de Molière. Ça, c'est très réconfortant et encourageant. C'est un grand plaisir pour Bonsucro d'avoir organisé ce webinaire qui est début en français, mais on a eu d'autres. Alors, je terminerai en vous disant que je vous invite au webinaire qui va se tenir le 20 juillet sur l'impact de la COVID-19 sur la durabilité de la canne à travers le monde. Donc, c'est un événement important pour Bonsucro. Je vous dirai aussi qu'il va se dérouler en anglais. Mais cet événement est organisé par le International Society of Sugarcane Technologies, l'ISSCT, donc mon autre chapeau, et donc en partenariat avec Bonsucro et l'International Sugar Organization de Londres. Donc, c'est un événement tripartite. Les invitations ont déjà commencé à être expédiées aujourd'hui. Je crois que c'est un événement important et je vous encouragerai d'y participer. Si vous souhaitez être invité, ce sera sur le site de Bonsucro, de l'ISSCT et de l'ISO. Donc, je vous dis au revoir et espérons qu'on sera tous ensemble le 20 juillet à 14h, heure de Londres. Et merci Nicolas. Merci beaucoup, Dr. Autré. Et bon après-midi à tout le monde. Merci. Bye, au revoir. Au revoir. Voilà. N'hésite pas à solliciter après. Oui, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, donc on a juste pour les questions qui étaient encore en suspens et pour si vous attendez les réponses, elles arrivent. Donc, quelles sont les parties prenantes recommandées pour les questions relatives à la ressource hydrique? Bonne question. Alors, toute ressource hydrique va avoir ses propres parties prenantes, mais généralement, ça va être les utilisateurs de l'eau, bien sûr. Ça va tous les fermiers qui ont peut-être utilisation de l'eau d'irrigation. Ça peut être aussi les organismes de régulation, de contrôle de l'eau. Ça peut être le gouvernement, ça peut être les associations de producteurs qui se mettent pour gérer les quotas d'accès en eau. Donc, c'est toutes les parties qui ont une influence ou une utilisation de cette eau. Et c'est pour ça que l'inclusion d'un indicateur au début, quand je parlais de cartographie des parties prenantes, permet d'identifier, de se dire, bon, j'ai une ressource en eau, mais qui est-ce qui va utiliser cette eau? Ou qui est-ce qui délivre le droit à l'accès à l'eau? Qui est-ce qui va vérifier que les pompes sont conformes et que je n'utilise pas trop l'eau? Donc, tout ça va me permettre d'identifier quelles sont les parties prenantes. Et une fois qu'on a ces parties prenantes, on commence à avoir un dialogue avec ces parties prenantes pour voir comment
comment gérer cette ressource en eau. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique du Sud qui ont été mis en place de gestion multipartite de la ressource en eau sur les utilisateurs au niveau d'un bassin versant. Il y a ensuite une question sur le point 4.3.6 qui est sur la qualité des eaux. Si je reprends la norme ici, l'oxygène dissous sur les points de décharge. Donc, ça va être les analyses organochimiques des effluents. Si les effluents sont rejetés dans un cours d'eau ou dans la nature, il faut faire une analyse de ces effluents. On a deux points possibles d'évaluation qui sont proposés. Le premier, c'est la qualité du cours d'eau, donc 2,5 ppm d'oxygène dans un cours d'eau qui a au moins 2,5 ppm d'oxygène analysé, ou alors sur la qualité de l'effluent, pas plus de 1 kg de CO2 par tonne de produit. Donc on fait l'évaluation et la mesure de ces effluents en contenu de CO2, et après, en fonction de la quantité de produits de l'usine, on voit ce qui est le rapport entre kilogrammes de CO2 et par tonne de produits produits à l'usine. Ensuite, on avait une question qui était devenue sur le chat, une question: si un site est déjà certifié, n'arrive pas à se mettre au niveau des nouvelles normes pour des raisons dues à un contexte local, et quelle flexibilité y a-t-il pour un assouplissement de la mise en place de la norme? Et surtout, et la personne mentionne, je pense particulièrement à l'approche landscape ou paysage, où tous les acteurs ne sont pas fixes et ou contrôlables. Alors, c'est un point très très juste en disant, maintenant que la norme va demander de regarder sur toute la zone d'approvisionnement, peut-être que je n'ai pas la capacité ou la possibilité de discuter très facilement avec les autres parties prenantes ou avec les autres fermiers avec qui j'ai encore, je n'achète que la canne et je n'ai pas engagé de plus loin qu'acheter de la canne. Donc, ce que demande la norme, c'est une obligation de moyens, on va dire, pas une obligation de réussite sur l'engagement de toute la zone d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y ait au moins une politique claire de l'entreprise de vouloir travailler avec toute la zone d'approvisionnement, d'avoir mis en place un système qui permet de travailler avec toute la zone d'approvisionnement, mais qui permet aussi de se dire, si j'y arrive pas, il peut y avoir des raisons, mais c'est-à-dire que je travaille sur ces raisons-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que dès la première année, qu'il y ait déjà plein de communications, des engagements, des réunions avec tous les fermiers, avec toute la zone d'approvisionnement, mais qu'il y ait au moins la politique, la direction, l'envie, on va dire, de le faire, et aussi le système pour y arriver. Donc, ça permet un peu plus de flexibilité. C'est vraiment monter le système pour se dire, oui, maintenant, j'ai mis en place, j'ai formé mes extension officers ou les coordinateurs avec les fermiers, je les ai formés. Donc, dès qu'ils vont voir des fermiers un peu, peut-être commencer à leur discuter, leur parler de la norme de développement durable ou de certaines orientations, c'est comme ça qu'on met en place un système petit à petit. C'est un peu l'objectif de ça. C'est on encourage à la mise en place d'un système d'amélioration. Ensuite, une autre question, c'est les préconisations de fertilisation basées sur essais et exportation théoriques sont-elles suffisantes ou faut-il avoir des préconisations absolument basées sur des analyses de sol? Si Régis, je pense que tu pourras peut-être nous répondre plus sur cette question-là. Donc, est-ce qu'on se base sur des essais et des exportations théoriques ou alors il faut vraiment avoir des résultats d'analyse de sol propres à la zone de production et aux fermes avec lesquelles on travaille pour définir les recommandations en engrais? Je pense que si on fait des analyses de sol, déjà, c'est bien dans les unités concernées. Par contre, après, si on veut analyser vraiment les ingrédients, enfin les éléments dans la plante tout entière, c'est un autre travail. Et ça demande aussi beaucoup plus d'analyse, quoi. Donc, je pense que déjà, avec des analyses de sol, on a des bons éléments. Alors après, nous, on a développé, je le dis là, mais j'aurais pu le dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on a des outils au CIRAD, par exemple, comme un outil qui s'appelle BioFuncTool, qui nous permet d'identifier tous les éléments qui sont dans le sol et notamment la santé biologique du sol. Parce qu'il n'y a pas que les éléments dans le sol, il y a aussi la biologie et la santé biologique, les micro-organismes dont on ne parle pas beaucoup, qui sont présents, qui apportent une santé aussi au niveau du sol. Mais on ne va pas aller jusqu'à
donner un instrument pour tester BioFonkTool à toutes les entreprises, hein, je comprends bien. Hein. Mais si on peut déjà faire une bonne analyse de sol régulière, on a déjà des éléments pour intervenir. Quoi. Et ça passe aussi sur la cartographie des zones des sols, des types de sols. On peut aussi Voilà, commencer par là. Hein. Oui. Ouais, Oui, absolument. Quand je dis ça, effectivement, si on avait déjà une cartographie des unités avec les différents éléments, les pourcentages et tout, oui, effectivement, ça c'est vraiment idéal. Quoi. Merci. Ensuite, une autre question qui est liée à l'analyse de sol. Faut-il absolument des pH calcium ou des pH eau ou potassium? Oui. Bon, les pH neutres, c'est plus. En fait, il y a l'histoire d'oxydation du milieu qui va modifier la croissance de la plante et puis les interactions avec les pathogènes, parce on s'aperçoit aujourd'hui que plus un milieu est oxydé, voilà, acidification ou basification du milieu, on a des changements qui peuvent s'opérer importants. Et si on peut rester à un pH. Et sur la méthodologie de calcul, parce qu'il y a plusieurs moyens de faire du pH, il y a un pH haut, il y a un pH. Alors, je ne suis pas un expert en pH. Ouais, moi non plus. D'accord. Donc, c'est une bonne question. On regardera en détail. Parce que je sais qu'on a déjà reçu ces questions dans le passé. Oui. La norme, quand on indiquait pH 5 à 8 dans Bon Sucron, on entendait 5 à 8 pH haut. Mais certains producteurs, certains usiniers utilisaient d'autres types de pH. Et je sais qu'on n'a pas trop répondu à ces questions à cette époque-là, mais ça peut être une bonne façon de le repréciser au moins de manière claire dans la norme. Quand on dit pH 5 à 8, c'est quel type de pH d'analyse. Donc ça, on le regardera. Je regarde un peu dans les normes, mais je ne sais pas qu'on avait parlé des histoires de pH, effectivement. Mais merci pour l'avoir. Mais c'est le pH haut. Hein, donc, ouais, pH haut. Ensuite, si les indicateurs du principe 5, oh, sorry, j'ai enlevé la question. Si les indicateurs du principe 5 sont échelonnés dans le temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut des audits physiques tous les ans ou pourront-ils réaliser à distance? Alors, de base, les audits se font tous les ans parce qu'il y a un audit de certification l'année 0 et après, il y a des audits de surveillance tous les ans où on va vérifier que l'opérateur est toujours conforme avec l'opérateur, avec la norme. Donc, de manière générale, il y a des audits tous les ans. Et donc, tous les ans, on va vérifier s'il y a les nouveaux indicateurs de principe 5 qui ont été ajoutés dans la conformité des opérateurs. Et enfin, il y a une dernière question, et je l'ai gardée pour la fin. La raison, c'est qu'il faut que j'aille regarder la norme moi-même. L'indicateur sur les logements décents ne concerne que les travailleurs à qui sont fournis un logement. Je vais dire oui, c'est-à-dire c'est quand le fermier propose des logements aux travailleurs ou quand l'usine propose d'héberger ses travailleurs, les fermiers ont une responsabilité de mettre en place des logements décents à disposition des travailleurs ainsi que l'usine. Et l'objectif, c'est que tous les fermiers de toute la zone d'approvisionnement soient sensibilisés à cette question de logement décent et que des travaux de mise en place commencent pour s'assurer que tous les logements qui sont offerts aux travailleurs dans la zone d'approvisionnement arrivent à un niveau de définition du logement décent. Et donc, j'aurais regardé la norme, il faut que je regarde le détail pour repréciser exactement comment c'est. Alors, dans le principe 2, c'est pour la zone de certification. Dans une zone de certification, tous les logements doivent être décents de tous les travailleurs s'ils sont fournis par le fermier et par l'usine. Dans le principe 5, c'est l'idée qu'au cours du temps, tous les logements atteignent un niveau de décence et que ce soit promu. C'est-à-dire que dans le principe 5, on va dire que l'entreprise certifiée promeut les demandes légales ou le minimum légal requis pour la qualité des logements offerts aux travailleurs. Donc, pareil, c'est une obligation de moyens plutôt qu'une obligation de résultat dans le principe 5 pour toute la zone d'approvisionnement. Par contre, dans la zone de certification, c'est une obligation de résultat où tous les logements offerts aux travailleurs par l'usine ou par les fermiers sont décents.
Et enfin, dernière question, ça va être concernant les formulaires de consultation, est-ce qu'il y a une limitation du nombre de réponses attendues pour chaque entreprise concernée? Non. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum. C'est même si vous ne voulez répondre qu'à une question sur tout le formulaire, ça va aussi pour Bonsucro. C'est déjà une entrée très intéressante pour nous tous. Ce qui va terminer la liste de questions. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette session. J'espère qu'elle a été intéressante, informative. Donc n'hésitez pas à continuer à être en contact avec Bonsucro, suivre le travail de l'organisation en vous inscrivant à la newsletter, la newsletter, lettre d'information. Sur le site internet, vous pourrez trouver le lien d'inscription. Et on espère vous retrouver bientôt au prochain webinar et recevoir vos commentaires sur la proposition de l'avant-projet. Donc, Régis, Jean-Claude, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup de votre participation. Et à très bientôt, j'espère. Nicolas, je suis à tout toi qu'on voudrait remercier et bravo pour toute l'organisation derrière cet événement, qui je crois est un succès. Ce qui m'intéresserait de savoir éventuellement, c'est combien de participants il y a. 50. 50. On était 50. Non, c'est très bien. Très beau résultat et aussi une petite fierté. Je suis personnellement content un peu de le faire en français. La langue de Molière, de le faire en français quand même. Depuis en 8 ans, c'est bien. Bravo. En tout cas, merci beaucoup à tous et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir.